Voilà, Parfait. c'est parti. Corinne, à toi. Merci Bruno, merci pour ton accueil et merci de cette invitation. Bonjour à toutes, tous, et merci de nous rejoindre là pour cette thématique sur le recrutement et la fidélisation. Euh, pour préciser ce que veut dire consultant en développement des compétences et des organisations, en fait j'ai essayé de euh, synthétiser dans cet intitulé la manière dont j'aborde l'accompagnement des entreprises sur des questions comme le recrutement, le management. À l'intérieur du management, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dimension développement des compétences. Et pour moi, ça commence au moment du recrutement. Et ensuite, c'est l'idée que le manager est là pour faire grandir les gens en interne, donc développer les compétences. Et qui dit management, développement des compétences, dit développement de l'organisation avec une organisation pardon, au sens organique du terme. Voilà, une organisation qui soit vivante, avec des gens qui se parlent, donc qui arrivent à se parler, qui ont des lieux pour ça, qui ont des moments pour ça, et qui arrivent à travailler le mieux possible en équipe. Un autre pan de mon activité, c'est l'accompagnement des démarches qualité. Et là aussi, la qualité, je l'aborde sous l'angle de l'organisation. La qualité au sens systémique, au sens développer toutes les occasions de transversalité dans l'entreprise, de manière à faire coopérer les gens le mieux possible. Donc voilà un peu pour préciser l'intitulé un petit peu mystérieux, mais enfin pas si mystérieux que ça quand même. Donc en effet, j'ai le grand plaisir depuis quelques années déjà d'intervenir pour la DEFPAT sur différents projets, et notamment ces questions de recrutement et de fidélisation. Donc moi j'ai un petit peu plus de 30 ans d'expérience au départ dans le recrutement, en gros pour faire par grande catégorie, 10 années dans le recrutement pur et dur. Et ensuite, j'ai basculé du côté plutôt de la formation, de l'accompagnement des entreprises essentiellement, beaucoup d'entreprises dans le monde de la production, dans l'industrie, donc l'agroalimentaire, le textile, le secteur cuir, un petit peu partout en France. Et dans ces entreprises, je suis amenée de manière très régulière à accompagner les chefs d'équipe de proximité, les managers de proximité, à apprendre à se défaire de leur syndrome, le plus souvent de l'imposteur, à prendre en main leur tâche, qui est une tâche qui est rude. Et j'ai aussi souvent formé des ouvriers ou des techniciens expérimentés dans ces secteurs pour qu'ils puissent devenir des formateurs internes et transmettre leur savoir. Voilà. Et sur la question de l'accompagnement des démarches qualité, c'est des démarches qualité de type ISO, donc généraliste, et ensuite dans le secteur de la formation avec la marque Calliope, et ensuite en cours actuellement l'accompagnement des services de santé au travail qui vivent à peu près la même chose que ce qu'ont vécu les organismes de formation il y a 10 ans. Voilà pour la petite intro rapide. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Euh, je suis dans des locaux partagés en, en nomadisme, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui pour travailler. Donc je ne peux pas forcément parler beaucoup plus fort, mais si vous me dites que c'est OK, je continue comme ça. Parfait. Alors, ben, on a eu notre petit temps d'accueil, merci Bruno. On aura des petits moments, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. On est sur un principe de Webiscope, donc je vais, si c'est OK pour vous, d'abord vous exposer de manière assez descendante et classique hein, ce que moi je constate les dernières années sur le terrain, en allant à la rencontre des différents acteurs dans les endroits notamment où agit la DEFPAT, que ce soit les entreprises, mais aussi les collectivités locales, les élus, etc. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que j'observe. Ça foisonne sur ces questions aujourd'hui d'initiatives. Hein. C'est comme beaucoup d'autres activités dans le champ économique. Ce sont
C'est un sujet, la thématique du recrutement et de la fidélisation qui est percutée par tout un tas de transformations. C'est absolument passionnant à vivre et moi je vais essayer là dans les 3 quarts d'heure qui viennent, puisqu'on gardera un temps suffisant pour des questions, de synthétiser à la fois tout ce que j'observe sur le terrain et puis de synthétiser aussi tout ce qui s'écrit dans la littérature, puisque qui dit transformation dit beaucoup aujourd'hui d'anthropologues, de sociologues, de philosophes, d'économistes qui réfléchissent à toutes ces questions. La question centrale, je vous le dis tout de suite, en filigrane de tout ce que je vais vous dire, c'est pour moi la question du travail. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui le travail? Qu'est-ce que ça veut dire travailler? C'est une vaste question, donc si on voulait l'aborder sous l'angle philosophique, il y aurait une thématique qui serait absolument immense, et il y a bien sûr, voilà, il y aura de temps à autre des petits moments d'inspiration qui viendront de cet endroit-là. Donc comme je l'ai écrit en introduction, des changements indéniables. Évidemment, on ne recrute plus comme on recrutait, j'allais dire autrefois, même si c'est il y a encore seulement 20 ans ou ne serait-ce que 10 ans, on ne manage plus de la même façon, c'est clair. La question ici, pour moi en tout cas, n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, c'est un état de fait, c'est comme ça, la société change, le monde change, et donc il faut observer ces changements et voir ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, il y a quelques premiers écueils à éviter, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui seraient, par exemple, d'être désespéré en se disant c'était mieux avant. Ça, c'est une option qui, à mon sens, n'est pas souhaitable. L'autre, c'est de la pensée magique, hein, de se dire, bah tiens, en faisant comme ça, c'est sûr, ça va fonctionner. Si je reprends tout le travail que je réalise avec les équipes de la DevPat, on a eu l'occasion de voir ça à Millau l'année dernière et je pense qu'on va le revoir en juin prochain à la grande journée organisée à Cahors. Ce qu'on voit, c'est dans ce contexte qui change plutôt l'apparition d'un certain nombre de possibles pour les entreprises. Je vais plutôt parler des entreprises en priorité, c'est vraiment avec eux que je travaille. Les entreprises ont à leur disposition, elles rencontrent un grand nombre de difficultés, mais elles ont aussi à leur disposition un grand nombre de moyens qui sont nouveaux, et elles s'en emparent comme elles peuvent, donc elles essayent des choses, elles les expérimentent, et à mon sens, la solution à ce moment où on se trouve un petit peu charnière, les solutions, elles se construisent de cette façon-là, en étant à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se passe ailleurs, à l'écoute aussi de ses salariés, de ses candidats, et en essayant des choses et en expérimentant. Alors expérimenter, c'est intéressant. Il y a une nécessité quand on expérimente, c'est de se demander régulièrement est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça apporte les résultats qu'on pouvait en attendre, de manière à quand même pérenniser, stabiliser. On ne peut pas être perpétuellement en mouvement et en expérimentation, en tout cas pas dans le monde économique. Il y a certains moments où il faut stabiliser un certain nombre de façons de travailler pour que les équipes soient quand même un minimum sereines. Donc voilà, les écueils à éviter, on va éviter le désespoir et on va éviter de se réfugier dans les solutions magiques et on va aller regarder ce qui se passe sur le terrain, ce qui est expérimenté et qu'est-ce qui peut peut-être perdurer dans la durée. Alors, cette introduction étant faite, on va avoir 3 temps. Un temps qui va être un temps que j'ai appelé les lignes qui bougent, qui va être un rapide exposé de qu'est-ce qui change, d'accord? Et là, en fonction de vos réactions dans le chat, Bruno, tu me diras si à l'issue de ce premier temps de rappel un petit peu d'un certain nombre de choses que vous avez peut-être déjà entendues ou lues ou pensées, on verra s'il y a un petit besoin d'un temps de questions-réponses. Et sinon, on ira voir du côté des possibles, comme je le disais. On va ouvrir tous ces possibles et on va aller regarder un certain nombre de choses qui se pratiquent, qui se font, pour voir si ça peut vous inspirer et vous être utile. À l'issue de quoi, on gardera un temps, là, c'est sûr, de questions-réponses.
Alors, qu'est-ce qui bouge dans le monde du travail? Puisque c'est ça dont on parle. Quand on parle de recruter, fidéliser, ok, on recrute et on fidélise des personnes, mais à la base, ces personnes, elles viennent bien travailler. Donc la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'on a les uns et les autres, hein, commencer par nous, par vous. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on vient travailler? Si vous vous arrêtez juste un instant sur ce que vous ressentez quand vous venez travailler, ou que ça soit dès le moment où vous vous réveillez, ou dès le moment où vous montez dans la voiture, ou dès le moment où vous sortez du moyen de transport qui vous a amené sur votre lieu de travail, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez? Certainement des choses très variables, c'est un grand mélange, hein, je l'espère pour vous, d'enthousiasme, d'intérêt, de curiosité, de plaisir, et puis, bon, il y a aussi, on a tous le droit d'être fatigué, d'être préoccupé, d'avoir d'autres choses dans notre vie qui nous arrivent et qui nous laissent penser que là, maintenant, venir travailler, je préférerais être ailleurs, je préférerais peut-être faire autre chose. Mais en tout cas, tout ça est très mélangé, et tout ça a toujours été très mélangé. Donc on a longtemps dit, notamment dans le monde du travail, que quand on arrivait au travail, on devait laisser sa vie privée à la porte du travail. Ça a longtemps été une règle de conduite que les managers me répètent, hein, quand je les ai en formation aujourd'hui. Ils me disent, ils me posent souvent la question, ils me disent à quel point je dois tenir compte de ce qui arrive aux gens en dehors du travail, dans la façon de les gérer, parce que moi on m'a dit que voilà, le privé reste à la porte. Le privé n'est jamais resté à la porte, en vrai. Il a toujours été là. Et une chose qui change, c'est le point numéro 4, donc je ne vais pas les prendre forcément dans l'ordre. Une chose qui change, c'est que le privé, maintenant, il est là, il est complètement mélangé et complètement présent, ne serait-ce qu'à cause de nos amis, voilà, je ne fais pas de pub, hein, voilà, nos amis les smartphones, ils sont là pour nous rappeler que voilà, il y a un monde extérieur et que on est connecté en permanence à ce monde extérieur. Le premier point, celui par lequel j'aurais dû commencer, c'est que si on regarde les années qui viennent de s'écouler, on a, depuis les années 80, on a eu plutôt une façon de parler du travail qui a été qui a consisté à parler de l'emploi. On a cherché à sauver les emplois, créer les emplois, à préserver les emplois, tout ce que vous voulez. Et on a un petit peu perdu au fil du temps la notion de qu'est-ce que ça veut dire travailler, travailler ensemble. Et on a considéré que avoir un emploi, et là-dedans il n'y a pas de critique non plus, hein, de ma part, il y a juste un constat, mais en faisant ça, on a mis en avant le fait qu'avoir un emploi, c'était une excellente chose, et c'est indéniable, hein, voilà. Mais en oubliant un petit peu de se demander, mais qu'est-ce qu'on y fait dans cet emploi? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça nous permet de rencontrer des personnes intéressantes? Est-ce que ça nous permet d'apprendre? Est-ce que ça nous permet de progresser? Est-ce que ça nous permet ne serait-ce que de vivre correctement? Etc., etc. Beaucoup, beaucoup de questions se posent, et ces questions-là, on les a un petit peu, au fil du temps, occultées. Donc, je repose simplement la question, on n'a vraiment pas le temps de rentrer, ça serait l'occasion de tout un webiscope à soi tout seul. Mais pour revenir à ce qui nous préoccupe concrètement, quand une entreprise propose un emploi, un poste, est-ce qu'elle propose justement un emploi, ou est-ce qu'elle propose de venir travailler chez elle? C'est pas la même chose. Voilà, juste ça, je vous le pose, vous y réfléchirez tranquillement. Quand vous reverrez le replay, vous y repenserez. Voilà. Ensuite, on est confronté depuis plusieurs années aussi au fait d'apprendre à travailler avec des machines, hein, de plus en plus. Alors pour l'instant, je reste optimiste, hein, j'ai travaillé avec des machines. On voit bien que ces machines, quelles qu'elles soient, que ce soit des machines automatiques dans l'industrie, que ce soit des intelligences artificielles qui rédigent à notre place, qui parlent à notre place même, hein. Voilà, tout ça, c'est un apprentissage permanent qui vient sans arrêt bousculer notre façon de travailler.
et qui vient de plus en plus venir chercher notre capacité d'apprendre et d'apprendre de plus en plus vite. Donc là aussi, il y a beaucoup d'anthropologues qui se sont penchés sur ces deux premières questions. Donc celui que je vais juste citer au passage, parce que c'est intéressant d'aller écouter ce qu'il a dit, ses thèses sont controversées, mais c'est intéressant, c'est David Graeber, G-R-A-E-B-E-R, qui était un anthropologue britannique, qui a été l'inventeur, on va dire, je ne sais pas si c'est exactement lui, mais qui a promu le concept de bullshit jobs, que je ne vais pas traduire pour des raisons de bienséance, mais que vous traduirez vous-même, mais qui caractérise ces bullshit jobs comme étant des emplois dans lesquels on exécute des tâches, mais sans beaucoup d'âme et sans beaucoup de sens, en gros. Voilà. Donc, si vous tombez sur des interviews, des vidéos de David Graeber, ça peut être intéressant d'aller écouter ce qu'il dit là-dessus. Ensuite, un troisième constat, c'est qu'on a une relation intergénérationnelle au travail qui est un petit peu, enfin, qui au fil du temps a plutôt tendance à se crisper, à se dégrader, à être de moins en moins simple. On va dire qu'avant, il y avait une certaine logique, il y avait des générations qui partaient à la retraite, qui transmettaient leur savoir-faire, qui accueillaient des plus jeunes, qui les formaient, qui les accompagnait. On est tous passés par là, on a tous débuté un jour, on a tous appris auprès du plus ancien. Tout ça semblait extrêmement normal. Ça se passait de manière plus ou moins harmonieuse parce que quand on va regarder dans l'industrie, ceux qui ont appris de cette manière-là, leurs premières années n'ont pas toujours été extrêmement drôles. On avait souvent tendance à mettre les gens au fond de l'atelier et à pas leur expliquer grand-chose forcément, mais en tout cas, ils pouvaient observer, ils pouvaient apprendre par imprégnation, par observation. Mais en tout cas, cette cohabitation, elle paraissait logique. Aujourd'hui, on a un syndrome dans les entreprises, je l'entends tout le temps, et peut-être que vous l'entendez, ou peut-être que vous le dites, qui est de vouloir des personnes qui soient immédiatement opérationnelles. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de former. On va revenir sur ces paradoxes, mais ils sont compliqués, complexes en tout cas à aborder. Et ce qui fait qu'on réserve un accueil aux plus jeunes, qui est certes peut-être bienveillant et sympathique, mais avec quand même une attente et une pression, sans respecter le fait qu'ils sont comme n'importe qui. Ils ont fait un petit peu plus d'études que les générations précédentes, en moyenne, mais comme n'importe qui, ils ont besoin de se familiariser avec les codes humains de l'entreprise, les codes pratico-pratiques. Ils ont besoin de ce temps-là. Donc de ce fait, on a cette relation qui est un petit peu compliquée. Sans parler de la position des seniors, qui elle non plus n'est pas extrêmement simple. Voilà. Alors, je vais mettre des seniors à plus de 50 ans ou plus de 55 ans, je ne vais pas prendre la définition à 45. Des seniors à qui, statistiquement, on propose moins de formation qu'aux autres salariés. Donc, il y a une prise en compte des différences d'âge qui n'est pas, peut-être optimisée aujourd'hui, et qui fait qu'on regarde les différentes générations de manière plus difficile, et que ça crée tout un discours autour des générations, tout un tas de représentations. Je reviendrai tout à l'heure, je vous reciterai pour information une étude extrêmement intéressante de l'APEC et de Terra Nova, qui a été menée une enquête qui a été menée auprès des jeunes actifs, les moins de 30 ans. C'est une étude toute récente, de mars 2024, qui montre que la manière dont les seniors voient les juniors dans l'entreprise est, selon cette étude, complètement stéréotypée, et que cette représentation des seniors sur les juniors, elle est intégrée par les juniors. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans le monde du travail, ils savent qu'on pense ça d'eux. Donc ils arrivent avec déjà le sac à dos bien chargé, potentiellement. Donc c'est pas la meilleure des arrivées possibles, parce que ces stéréotypes ne sont pas des stéréotypes extrêmement positifs la plupart du temps. Voilà. Des jeunes insouciants, irresponsables, qui n'ont pas envie de travailler, etc. etc. Le privé qui s'invite dans le pro, j'en ai déjà pensé, je ne reviens pas dessus. Un fait nouveau qu'il faut avoir en ligne de compte, et là je vous ai mis la référence, vous retrouverez ça si vous voulez retrouver toutes les références.
Manager ne fait plus rêver. Il y a encore 20, 30 ans, même 10 ans, l'évolution de carrière classique, c'était à un moment ou à un autre d'encadrer une équipe. Aujourd'hui, on a 61% des cadres qui n'aspirent pas ou qui n'aspirent plus à devenir des managers, selon une étude de l'APEC. Parce que manager, on va y revenir, ça n'a jamais été facile, mais aujourd'hui, c'est encore moins facile qu'avant. Et beaucoup de gens se disent, bon, je vais peut-être faire autre chose. Je vais peut-être évoluer, mais autrement. En tout cas, c'est une statistique, on la prend comme elle vient. Voilà. Et j'ai écrit en dernier, le travail, oui, mais alors, oui, mais pourquoi? Là aussi, je fais référence à une étude menée par l'Institut Jean Jaurès qui s'appelle Le travail, je t'aime moi non plus, les ambivalences du nouveau rapport au travail. Je vous ai mis là aussi la référence. Et en gros, retenez une chose, c'est que quand on demandait aux gens en 1990, est-ce que le travail est très important, important, moyennement important, etc., on avait plus de 50% des gens qui répondaient que le travail était très important. En l'espace de 30 ans, 35 ans, c'est rapide, hein, 30 ans, 35 ans, le travail est, pour 40 à 45% des gens, est important, mais n'est plus très important. Il y a seulement 25% aujourd'hui des personnes qui travaillent en France, qui ont été interrogées, enfin l'échantillon qui a été interrogé, qui répondent le travail est très important. C'est-à-dire que la manière d'aborder la place du travail dans la vie a nettement reculé. Alors, le travail est passé en 4e position, derrière la famille, les loisirs et les amis. Le travail reste, si on additionne les importants et les très importants, le travail reste important ou très important pour 70% des Français, d'accord? Donc là aussi, il faut se méfier de la valeur, enfin, des discours autour de la valeur travail. Il faudrait s'interroger d'ailleurs sur ce que veut dire la valeur travail, qui n'est pas à mon sens une valeur, mais voilà, qui est autre chose. Donc ça reste bien quelque chose d'important ou de très important. Les personnes qui souhaitent travailler en France, qui travaillent en France, euh, ils consacrent, enfin, l'envisagent de manière sérieuse, mais plus forcément comme quelque chose de très important. Donc voilà, un petit peu dans la catégorie les lignes qui bougent. Travailler autrement prime sur travailler ou travailler beaucoup ou gagner beaucoup, hein, qui ont pu être aussi des lignes de conduite à certaines époques. La fierté d'appartenir à un collectif, c'est passé de 40% des personnes qui travaillent en France à 20% en l'espace là de à peine 20 ans. D'accord? Donc il y a tout un tas de notions, de points d'appui qu'on avait dans les entreprises qui sont complètement bouleversés. Et qu'est-ce qui monte face à toutes ces choses qui se décalent? C'est la notion de plaisir, de sens au travail. D'accord? Donc il y a 3 sens au mot sens. C'est un concept un petit peu compliqué, hein, le sens au travail. Ça peut être le sens par rapport aux valeurs. Je fais un travail dans un univers, dans un environnement, par exemple dans une association ou une entreprise qui travaille d'une façon qui me correspond, qui correspond à mes valeurs. Ça peut être, ça a du sens à cause de ce que je vis au travail, d'accord? Mes collègues, que je suis content de retrouver en équipe, je fais du bon travail. Ça peut être l'utilité de mon travail, hein. Et par exemple, il y a des emplois qui cumulent deux des trois sens du mot sens. Je travaille à l'hôpital, vraisemblablement, je rattache au fait de travailler à l'hôpital un certain nombre de valeurs, d'entraide, de solidarité, etc., de soins aux personnes, et puis je sais que c'est utile. Comme ça, c'était juste pour éclairer un petit peu le sens du mot sens. Mais une chose est certaine, avec le graphique que vous avez là à la droite de votre écran, les facteurs de plaisir au travail se situent principalement dans la partie droite du schéma, et ce qui va donner du sens, et c'est ce qu'on retrouve, enfin ce qui est cohérent avec les sens du mot sens,
Ce qui va créer du plaisir au travail, c'est en grande majorité soit ce que je fais, d'accord? Le travail que j'effectue, et là-dedans, c'est au sens large, ça peut être les tâches que je réalise, hein. Je fabrique des sacs haut de gamme ou de luxe, eh ben, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. Ça peut être l'autonomie que j'ai pour faire ça, le fait que je ne réalise pas, je fabrique l'intégralité du sac, donc je ne fais pas toute la même chose, tout au long de la journée les mêmes tâches. Et ce qui va procurer, ce qui va apporter le plus de plaisir au travail, c'est tout ce qui est la sphère relationnelle au travail. Donc, que ça soit la convivialité, le fait de recevoir du soutien, que ça soit du soutien moral, du soutien technique, le plaisir de coopérer avec les autres, et bien entendu la question de la reconnaissance. Alors, cette question de la reconnaissance, elle est complexe en France. On a en gros, pour retenir dans les grandes lignes, on a encore une majorité de personnes qui sont à 65-70% impliquées dans leur travail, d'accord? Mais avec un sentiment, si vous voulez, pour le dire autrement que ce qui est écrit là, un sentiment de moins en moins s'y retrouver. C'est-à-dire, je m'implique dans mon travail, vous appelez ça comme vous voulez, vous pouvez l'appeler la valeur travail, vous pouvez l'appeler la conscience professionnelle, vous pouvez l'appeler le devoir, la nécessité de nourrir sa famille, etc. Pour tout un tas de raisons, je m'implique, je souhaite avoir du travail, je souhaite travailler, je souhaite faire mon travail le mieux que je peux. Mais ce qui est en chute, ce qui est en difficulté en France, c'est d'avoir le sentiment de s'y retrouver. C'est-à-dire le sentiment d'avoir une contrepartie qui soit intéressante à ça. Et quand je dis contrepartie, je ne parle pas que de salaire. D'accord? Parce que le salaire est bien sûr, peut être un élément important de la contrepartie, mais bien plus important que la contrepartie, c'est tout ce qui va constituer les autres dimensions de la reconnaissance, qui vont être la qualité de la relation que j'ai avec mon manager. Est-ce que ce manager, quand je fais quelque chose de bien, il pense à me le dire tout autant qu'il pense à me dire quand j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que les retours et les échanges que j'ai avec lui ou avec elle sont équilibrés? La reconnaissance, c'est la possibilité de progresser, c'est la valorisation dans des travaux divers et variés, transverses. Ben, tel projet, par exemple, on installe, je vais reprendre l'exemple de la maroquinerie dans laquelle j'interviens beaucoup en ce moment, on installe en ce moment une nouvelle ligne, on cherche à s'organiser différemment. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Parce que je suis là dans l'entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'on a mis à contribution ma capacité d'analyse, ma force de proposition? Voilà, tout ça, si vous regardez les statistiques de climat social, donc la dernière référence que je vous cite là, c'est une référence de 2021, 49% des Français affirment avoir eu des possibilités d'évolution professionnelle au sein de leur entreprise, ça fait partie de la reconnaissance, alors qu'en Allemagne c'est 65%, au Royaume-Uni 68%, aux États-Unis 72%. Donc on voit que là, la phrase c'est qu'est-ce que les gens disent? Ils affirment avoir eu des possibilités d'évolution professionnelle. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est une question de perception. C'est comment ils perçoivent les possibilités qu'ils ont eues. En tout cas, cette perception, elle est en France plus basse que dans des pays, on va dire, comparables. Voilà. De la même façon, 56% seulement des Français salariés en France estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur, ça aussi, hein, c'est une affaire de perception, contre 72% au Royaume-Uni, 75% en Allemagne. Donc on voit qu'on est, on est dans une ambivalence dans le rapport au travail qui est vraisemblablement peut-être explicative, hein, du fait de dire ben, le travail, ok, c'est important, mais c'est pas le plus important. Parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche à faire quelque chose d'important pour soi? On cherche à faire quelque chose dans quoi on se retrouve, voilà, qui nous parle, qui nous fasse grandir, qui nous fasse vibrer aussi parfois. Et là, on sent que de ce côté-là, on est un petit peu en veilleuse. Alors,
Euh, Peut-être que je termine avec ça, et puis tu me diras, Bruno, s'il y a des interventions ou s'il y a une raison de s'arrêter. Ce qui est intéressant, là, je viens, comme je vous l'annonçais au démarrage, de vous faire un certain nombre de rappels sur, très synthétiques, hein, sur les changements qu'on peut observer. Et la question, c'est toujours d'aller voir ces changements, c'est un peu comme la face émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qui sous-tend tous ces changements fondamentalement? Une proposition que je vous fais, c'est une proposition, je vous rappelais un petit peu que j'interviens à la fois dans des démarches qualité, dans des démarches qui combinent le fait de s'intéresser à l'organisation et au management à la fois. Ce qui est frappant quand on aborde ces questions-là dans les entreprises, c'est qu'on se réfère souvent à des approches qui sont très mécanistes dans la manière d'organiser l'entreprise. On va, par exemple, on va penser organigramme. On va dire, ben, chez nous, on a des gens qui commercialisent, des gens qui promeuvent, des gens qui fabriquent, des gens qui envoient les factures, etc., qui gèrent les ressources humaines. C'est ça que j'appelle une approche mécaniste, une approche organisationnelle qui a son intérêt, hein. C'est une organisation par métier, par fonction. Mais dans tout ça, on va bien sûr avoir des managers, mais est-ce que ces managers, ils managent vraiment? Donc, je vous partage là une des questions que me posent le plus souvent les managers de proximité quand je les ai en formation au management. C'est, ils me disent, bon, bah là, notre employeur nous propose de venir en formation de management. Donc, nous, on est très contents de venir à cette formation. Parce que sur certains aspects de notre fonction, on sent bien qu'on est en difficulté. Donc, on est demandeur d'un certain nombre de pratiques ou d'outils qui nous permettent de nous sortir de situations délicates. Mais au bout de quelques temps, quand on a fait connaissance, en général le premier matin, vient assez rapidement une question très simple et à la fois qui fait un petit peu peur quand on l'entend poser, qui est, on me demande de manager, mais on me demande aussi de travailler. Alors, comme si manager, ça n'était pas travailler. Alors, bon, on comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire on me demande de travailler, mais on me demande de réaliser moi aussi des fabrications. On me demande de, si quelqu'un est absent, de venir suppléer. Alors, ça c'est ce qu'ils disent. Moi je les interroge dans ce cas-là, je leur dis, on vous le demande vraiment? Et ça c'est pas certain. Parfois oui, on le leur a demandé. Parfois certains me disent, oui, c'est vrai que mon supérieur hiérarchique me dit que je devrais non pas venir suppléer, mais je devrais m'organiser pour que, en cas d'absence par exemple, ben, il y ait d'autres solutions que le fait que moi-même je me remette au travail. Enfin, je me remette au travail comme peut-être je le faisais antérieurement. Donc, euh, tout ça, tout ce que je veux dire par là, c'est que quand on raisonne de manière très mécanique sur le management, il disparaît derrière les autres tâches. D'accord? C'est ce qu'on va le moins penser à faire. Or, si je fais le lien avec le titre de notre Webiscope, recruter et fidéliser. Fidéliser, ça veut dire quoi? C'est un terme qu'on emprunte un peu au marketing, on fidélise des clients. Moi, je ne suis pas extrêmement fan de l'expression fidéliser les salariés. Non, les salariés, ils sont libres, ils n'ont pas à être forcément fidèles. On leur demande d'être loyaux vis-à-vis de l'entreprise, mais pas forcément fidèles. Euh, mais en tout cas, moi je préférerais remplacer par manageons ces salariés. D'accord? Occupons-nous de la dimension humaine. Vivre ensemble, travailler ensemble, c'est pas la première évidence. D'accord? Avant de vous rejoindre pour ce Webiscope, je faisais un saut dans une librairie pour acheter un petit ouvrage technique dont j'avais besoin. Et j'entends un responsable de rayon de cette grande librairie, qui est une vraie librairie, hein, pas un endroit où on vend des livres, mais une vraie librairie, qui était en train de recadrer, on va dire, une employée en lui disant: je t'ai dit que telle collection, elle s'installait de cette façon-là, c'est ça travailler en équipe, c'est écouter les recommandations
que font les anciens, et non, cet ouvrage, tu l'as présenté d'une manière qui ne convient pas, parce qu'il y a une manière de présenter les ouvrages. Il disait ça très gentiment, hein, c'était il y avait une vraie discussion, et c'est ça, manager les gens, d'accord? C'est voilà, expliquer des choses, écouter, surveiller ce qui a été fait, faire passer les messages, expliquer pourquoi c'était pas ça qu'il fallait faire, etc., etc. Voilà. Donc, la question, avant même de fidéliser, avec des techniques, avec des procédés, comme si on pouvait attacher les gens à une entreprise, la question c'est est-ce qu'on les manage? Et quand on regarde ce qui se passe au moment du recrutement, je reviens quelques instants en arrière sur le graphique précédent, quand vous cherchez un poste, qu'est-ce qui est visible pour vous? Ce qui est visible, c'est tout ce qui est dans la partie de gauche du graphique. Ce qui est visible, c'est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fabrique, quelle image elle a, etc., etc. Ça, c'est de l'information que je peux avoir. Ce qui peut être à peu près visible, c'est les conditions de travail. Quels vont être mes horaires de travail, quelle va être ma rémunération, quelle est l'organisation, à quel service je vais appartenir, etc. Ce qui est plus mystérieux, quoi qu'on fasse, que vous ne pourrez vraiment découvrir que une fois que vous serez dans la place en tant que salarié, c'est est-ce que ce travail, on m'en a parlé, on me l'a vendu, est-ce qu'il va vraiment me plaire? On m'a dit que j'aurais de l'autonomie, est-ce que l'autonomie, j'en ai vraiment? J'en ai vraiment tant que ça. Et puis, la question de la relation, est-ce que je vais m'entendre avec mes collègues? Est-ce que la relation avec mon supérieur hiérarchique va être intéressante, va être, voilà, avec tout ce que ça peut recouvrir d'intéressant? Je ne peux pas le savoir. Par nature, une relation humaine, tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne peut pas en dire grand-chose. Enfin, on ne peut pas être certain voilà, que ça va se passer comme on l'a prévu. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase, mais je voudrais conclure cette petite partie-là en disant que on vient dans une entreprise pour un poste et pour une entreprise, avec tout ce que porte cette entreprise. On quitte une entreprise à cause de son manager en général, statistiquement. D'accord? Là, j'ai pas d'études à vous, voilà, à vous citer à ce sujet, mais généralement, on va s'en aller parce que, alors, à cause du manager ou à cause de facteurs humains. Hein, cette entreprise, j'en ai fait le tour, je ne peux plus progresser. Vraiment, là, avec l'équipe, c'est plus possible. Là, on me demande maintenant de travailler comme ça, c'est pas comme ça qu'on me demandait de travailler il y a 10 ans. Moi, ça ne me correspond plus, donc je vais m'en aller. Tout ça, c'est humain, d'accord? Le poste n'a pas changé, votre rémunération n'a pas changé. Mais tout ce qui va être humain n'évolue pas dans un sens favorable. C'est pour ça que je vais avoir envie, plus particulièrement, de m'en aller. Voilà. Et puis on pourrait même se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, même les entreprises sont amenées de plus en plus à se poser la question de est-ce qu'elles doivent être plutôt dans une recherche de performance? Et je fais un lien avec l'approche souvent mécaniste du management, hein, d'où elle vient cette manière d'aborder les choses, avec une manière d'organiser le travail, peut-être très contrainte par des outils informatiques, par des reportings, etc., etc. C'est qu'elle vient d'une recherche, d'une quête de la performance. Et la question, au moment de la transition notamment climatique qui est en cours, et c'est là où l'image de l'iceberg est doublement intéressante. La question, elle est, est-ce que les entreprises doivent rester dans cette recherche de performance ou plutôt commencer à réfléchir à comment être robuste? Voilà. Là, je vous renvoie à l'écrit d'une personne qui s'appelle Olivier Hamant, que j'aurais peut-être dû citer, et puis si on vous fait passer le support après, je rajouterai cette référence. Hamant, ça s'écrit H-A-M-A-N-T. Et Olivier Hamant est une personne qui dirige l'Institut Michel Serres à l'École normale supérieure. Il est biologiste de formation et il vient d'écrire, là, il y a quelques mois, un petit fascicule aux éditions Flammarion, je crois, qui s'appelle Pour en finir avec le culte de la performance, où de manière très macro, il aborde cette question voilà, du match, on va dire, entre performance ou robustesse. Et bien sûr,
conteste en rien le fait qu'une entité économique a besoin d'un minimum de performance pour être durable, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier la question de la performance, mais il faut peut-être la compléter avec d'autres choses. Et je vous renvoie aux écrits si vous le souhaitez. C'est très, très facile à lire et très, très court à lire. Alors, euh, si c'est le moment, je vérifie l'heure en même temps, d'impliquer quelque chose dans le chat. Alors moi, je peux voir le chat aussi, parce que je vois que Bruno est occupé. Je peux le voir, mais je ne le vois pas. Bon. Est-ce qu'on a une raison de s'arrêter Alors, il n'y a là? pas de questions, Corinne, pour l'instant, hein. D'observation, quoi que ce Non. soit? Ok, alors on peut continuer, Oui, il y a d'autant. quelqu'un qui vient de poser Oui, une question. Pardon, oui, excusez-moi. Ah, effectivement, une question, oui. Ouais. Ah, Émilie, c'est ça? alors Oui. Florence, Florence. alors en côtoyant mes missions des demandeurs d'emploi, je pointe la même difficulté d'intégration que les jeunes et aussi la dureté du travail. Travail. Beaucoup de Excuse-moi, personnes, j'ai essayé de faire très vite. donc c'est une remarque en fait, ouais. Et il y Bah a oui, une c'est une autre remarque question. complémentaire parce que vous travaillez, j'ai l'impression, Corinne, plutôt dans les entreprises. Moi, je travaille pas avec des gens qui ont été sortis de l'entreprise. Donc, on voit de la difficulté de rentrer et c'est pas Oui, qu'une question d'âge, oui, hein, c'est c'est ça. vraiment une question de j'ai du mal à franchir la porte. Parce qu'en effet, on leur demande même à des seniors ou des plus expérimentés d'être directement opérationnels. Or, il y a toujours un temps d'intégration qui est Mm, zappé, d'où mm, des recrutements en cascade qui plantent, mm, hein, et donc mm. douloureux pour les entreprises, mais ô combien douloureux pour les personnes C'est clair. qui vivent ça. Et Mm, puis, moi, je suis frappée. Alors, je travaille et je côtoie des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc avec des dispositifs de réinsertion forts déployés autour d'elles. Mais la dureté, les personnes abîmées mm, physiquement et mentalement par le travail, il y a vraiment quelque chose qui est assez impressionnant aussi. Donc, dans mm. les éléments d'évolution, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'un travail qui abîme Oui, de plein de manières différentes, hein. Mais c'est vraiment frappant. oui. Oui, alors je vous rejoins sur ça et sur le fait, pour avoir travaillé à une époque beaucoup sur la question de la prévention des risques psychosociaux et la pénibilité physique en fait partie, hein, fait partie des aspects de dureté au travail. Il est démontré, pour en venir au propos central là, qui est de parler de fidéliser, enfin plutôt du côté humain de la relation au travail, il est démontré que la qualité de la relation, euh, j'animais très récemment un atelier vendredi matin organisé par la DEFPAT où un responsable d'équipe témoignait. Il encadre une équipe qui travaille la nuit, donc un travail pénible, physique, manuel, où il faut travailler la nuit au service des autres. Et il disait qu'il est dans l'entreprise depuis 1 an et demi à encadrer cette équipe. Et en l'espace de 1 an et demi, il a, lui, amélioré considérablement les conditions de sécurité au travail, arrivant d'un plus grand groupe, considérant que c'était la première chose par laquelle il fallait commencer. Et il y a mis, ça se voyait dans sa manière de se présenter et de parler, il y a mis beaucoup d'enthousiasme et beaucoup voilà, de générosité et de lien avec les équipes. Et il disait, il en était presque surpris, mais on lui a fait observer que c'était vraisemblablement lié à sa manière de s'y prendre. Il disait, c'est curieux, on reçoit de plus en plus de candidatures parce que, encore récemment, on avait beaucoup de mal à recevoir des candidatures. Oui, le métier étant pénible, il recevait peu de candidatures. Je lui ai proposé comme hypothèse, ça n'a rien de scientifique, hein, il faudra qu'il le vérifie. Je lui ai dit, est-ce que éventuellement le fait que on sache, on se dise, on répète que maintenant on travaille dans des bonnes conditions de sécurité, ne serait-ce que matérielle et physique, et il y a un chef qui est respectueux, qui nous écoute, qui prend en compte nos contraintes tout en nous faisant travailler, hein, est-ce que peut-être il y a un lien avec le fait que vous receviez plus de candidatures? Bon, ça reste ouvert, hein, je n'ai rien démontré. Mais je vous rejoins sur cet aspect de dureté au travail. Il y a beaucoup d'emplois et de tâches qui ont une dimension difficile, c'est indéniable,
voilà, il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais il reste encore tout un tas de métiers des enquêtes qui ont été faites sur le métier de soignant à l'hôpital, hein, je parle des aides-soignants et des infirmières, disaient que la raison de pénibilité principale n'était pas la relation avec les malades, le fait de côtoyer la mort, etc. Disaient que c'était les changements de planning incessants. Le fait de ne pas pouvoir prévoir sa vie, enfin, voilà, organiser sa semaine, savoir quand je serai en congé, quand je ne serai pas en congé, c'était ça qui était le plus pénible à vivre. C'est quand même incroyable. C'est des gens qui ont des métiers extraordinairement durs et là, le facteur de dureté qui est cité n'est pas un facteur lié au métier en tant que tel, il est lié à l'organisation, et donc qui dit organisation dit collectif, quoi. Voilà. Mais merci Florence, oui, pour cette intervention. Je crois qu'il faut avancer, Bruno, hein. Alors, une Oui, des parce qu'il premières choses reste, que il vous... reste une dizaine de minutes, alors peut-être qu'on pourra Voilà, prolonger un petit peu si si nos vous le souhaitez, oui, oui. participants ont un peu plus de temps, mais voilà. Ouais, excusez-moi, du coup, il y avait une autre question dans le chat, en fait. Ah, Comment alors, mieux accueillir les jeunes dans le monde du travail? Comment les motiver concrètement? d'accord, ok. Je crois que vous allez y répondre Voilà. Alors, sur j'y viens un petit peu sur la plus suite. tard, mais je le garde dans l'oreille parce qu'il y a quelques petites choses très simples à dire là aussi. Ouais, ok. Alors, une des Alors là, Corinne, il y a un problème de connexion. sa marque employeur, hein, enfin on a identifié, elle commence déjà. Ah, Attends, Corinne, il y a eu un problème de connexion, tu as oui. complètement perdu, hein. C'était, voilà. Est-ce que vous m'avez retrouvé? Là, on t'a retrouvé, oui. Ah, bon, bah, me revoilà. Oui, ma connexion Internet est instable, mais là... Ok. Donc, vous m'entendez? Tu me fais signe si ça va pas. Donc, la première chose, c'est déjà de vous occuper de votre image interne, d'accord? De votre image interne en tant qu'employeur. Un premier travail à faire, très simple, hein, très pratico-pratique, c'est un exercice que je fais régulièrement dans les ateliers que j'anime, c'est de demander aux entreprises qui ont des difficultés de recrutement de relire leurs offres de poste. Vous faites cet exercice, tout simplement, vous les relisez à voix haute. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de parler de votre entreprise, mais que vous ne parlez pas aux candidats. Si avant vous avez fait l'exercice de demander à l'entreprise quelles sont vos spécificités, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, ben, au moment où l'entreprise relit son offre, elle se rend compte que les 3 points clés qu'elle veut mettre en avant ne sont pas présents ou pas tous présents dans son offre. Et qu'on parle plutôt généralement dans beaucoup encore d'offres d'emploi, on parle aux candidats de ce qu'ils devront faire, on a une sorte de résumé ou parfois pas de résumé de la définition de poste, très austère on va dire, mais on ne parle pas aux personnes de qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous devez aimer faire pour venir travailler, pour venir prendre ce poste. On ne vient pas chercher, je fais le lien avec la notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure, on ne vient pas chercher le côté enthousiasmant, le côté motivant, on en revient à une approche mécaniste. Il y a un poste à pourvoir, voilà, il y a un certain nombre de tâches, on vous met ça sur Internet, et puis si vous êtes intéressé, répondez-nous. Donc, premier travail à faire, travailler ses offres de poste et travailler son image interne. Vos salariés seront les meilleurs vecteurs de votre image, de votre réputation en tant qu'employeur, voire même vos clients seront les meilleurs vecteurs, puisque qu'est-ce qu'un client apprécie souvent quand il achète un produit, c'est, vous l'avez, je suis sûre que même vous, cette phrase, vous l'avez dite, ça peut mal se passer, la relation avec un fournisseur, mais parfois on dira, oui, mais ils ont été réactifs, ils ont communiqué, ils ont trouvé une solution, ils ont travaillé ensemble pour résoudre, donc ça va, je continue à être client chez eux. Mais tout ce travail d'équipe, il résulte de tout le travail humain dont je parlais tout à l'heure. Il y a des nouveaux codes aussi pour communiquer. Je vous ai mis un exemple de la publicité de Indeed. Et
dans cette façon de communiquer à la gare Saint-Lazare, on voit tout ce qui a changé dans la communication externe de recrutement. Je le prends comme exemple, et pas pour faire la promotion de LinkedIn, mais voilà, vis-à-vis duquel je n'ai aucun sentiment, quel qu'il soit. Mais là, on voit que voilà, les offres de poste, maintenant, ça s'affiche dans le slogan qui est utilisé, un salaire équitable, ça n'attend pas. Donc, on mise sur la notion de rapidité. Vous aurez rapidement ce que vous attendez. D'accord? On mise sur la notion d'équité. J'ai parlé tout à l'heure du fait que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas, n'ont pas l'impression d'un rapport équitable entre ce qu'ils apportent dans leur travail et ce qu'ils reçoivent en contrepartie. Voilà. Puis, bien sûr, vous avez tous les codes de la communication digitale avec un code barre, etc., etc. Donc, il y a des nouveaux codes. Vous pouvez aller voir la vidéo. Il y a une vidéo qui venait compléter la campagne de communication, la vidéo dont le lien est cité là. Et puis, ne pas oublier non plus les autres réseaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux pour communiquer sur ces offres d'emploi, mais il y a les réseaux locaux. Voilà, les entreprises autour de vous, le restaurant en bas de la rue, qui peut avoir entendu parler de, etc., etc. J'ai des foultitudes d'anecdotes sur des gens dans les hôtels où je passe un certain nombre de temps, avec qui j'ai été amenée à parler de recrutement et qui ont décidé d'envoyer leur candidature juste parce qu'on s'était parlé là à l'occasion de l'achat d'un café. Et on n'a pas le temps d'évoquer tout ça. Donc j'en viens aux jeunes. Donc, et là je cite, donc là l'objet de cette diapo, c'est pas seulement de parler des jeunes, mais on va y venir, c'est de miser sur les managers de proximité. C'était tout le sens de mon propos sur les constats, c'est de dire que parmi les actions qui sont faisables, et l'exemple de ce monsieur, ce responsable d'équipe là, qui témoignait vendredi matin est emblématique de ça. Si on mise sur les managers de proximité, on rétablit une image interne et une envie de venir travailler qui va faire la différence, d'accord, vis-à-vis de tout un tas d'autres offres disponibles. Et donc, voilà, pour citer quelques fondamentaux de la qualité d'un manager, un manager qui donne le droit à l'essai, le droit à l'erreur, un manager qui encourage, un manager qui valorise pas seulement les résultats, mais aussi les efforts qu'on a faits, qui pense à célébrer les succès. Et puis, vis-à-vis des nouvelles générations, pour venir à la question qui était posée, pour le dire de manière très simple, les jeunes, les personnes, voilà, quand on dit jeunes qui démarrent dans l'âge de 30 ans, ce dont ils ont le plus besoin aujourd'hui, alors dans l'enquête là, qui est citée, l'étude APEC Terra Nova, leurs attentes vis-à-vis du travail sont similaires aux attentes vis-à-vis du travail des autres générations. Ils attendent un travail intéressant, une rémunération équitable, des relations de travail agréables avec leurs collègues. Enfin, vraiment, voilà, on ne fait pas la différence entre un 20-30 ans, d'un 30-40, d'un 40-50. En revanche, ils ont, et c'est bien logique, en plus envie que les autres générations de progresser. Et ce à quoi ils sont le plus sensibles quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est au fait d'avoir de manière rapide et régulière un retour sur leur travail. D'accord? Donc là, on retourne voir nos managers de proximité. Qui fait ce travail dans une organisation de retour rapide et régulier sur la qualité du travail? Un retour complet, à la fois ce qui est bien fait et ce qui doit être amélioré. C'est le manager de proximité. C'est ça dont les jeunes ont le plus besoin. Et j'ai récemment animé un atelier avec 15 chefs d'entreprise et 10 jeunes qu'on avait réunis pour qu'ils se parlent ensemble de comment ils voyaient le travail et comment ils voyaient les jeunes, comment ils se représentaient l'entreprise et les dirigeants des entreprises qui étaient là, comment ils se représentaient les jeunes. On a démarré dans les jeunes en question, dans les 10 jeunes, on avait 5 étudiants, ingénieurs, fac de sociaux
et 5 jeunes en insertion. Donc, on avait réussi à avoir une représentation assez équilibrée, voilà, quelque chose d'assez représentatif de qui sont tous ces jeunes qui aujourd'hui sont en train d'arriver dans le monde du travail. On a démarré la journée avec des représentations très stéréotypées des uns sur les autres. D'accord ? L'entreprise est là pour nous exploiter, elle est là, on n'y sera jamais heureux, de toute façon c'est pas ça l'avenir, etc. De la part des dirigeants, la même chose, les jeunes, il y en a plein qui nous ont déçus, c'est plus possible, ils savent 10 fois moins de choses que ceux d'avant, etc., etc. Et on a au passage réentendu, par exemple, des jeunes dire que dans quelques expériences qu'ils avaient eues, que ce soit en stage ou en emploi, on leur avait confié des tâches qui étaient répétitives, sans intérêt, qu'ils avaient en général fini 2 fois plus vite que le temps qu'on leur avait donné pour les terminer. D'accord ? Alors ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prodigieusement plus intelligents que nous ne l'étions à leur âge et qu'ils vont beaucoup plus vite. Peut-être que les tâches qu'ils ont terminées beaucoup plus vite, elles sont mal faites. D'accord ? Mais c'est là où entre le regard du manager et le rôle du manager en disant bah, très bien, t'as déjà Ah, d'avoir cette relation. Ils sont oui, demandeurs d'une oui, autorité. on a une Voilà. coupure d'une phrase là. Ta phrase précédente a été coupée. Ah, Euh, je disais que les jeunes sont demandeurs de cette relation où, ok, j'ai terminé mon travail plus vite que prévu, mais j'ai besoin de savoir est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas ce que j'ai fait. D'accord ? Et pas juste, on m'avait donné ça à faire, et puis la journée s'est terminée, je n'ai parlé avec personne, je n'ai eu le retour de personne, et donc je rentre chez moi avec un sentiment d'inutilité profond. Voilà pour répondre peut-être, hein, j'espère, et puis peut-être qu'on peut garder, parce que je suis à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Je vais juste terminer avec cette planche-là qui montre l'exemple d'une entreprise qui propose des services d'aide à domicile. Donc un métier qui est traditionnellement peu attractif. Et cette entreprise, c'est un exemple que j'aime bien citer, elle a choisi de communiquer sur son site internet, de rendre très transparentes toutes les conditions de travail. D'accord ? Du travail en équipe, ils laissent les équipes d'intervenants à domicile s'auto-organiser, ils le disent, ils l'expliquent sur leur site. C'est une façon de travailler, c'est une forme de transparence, comme on a de la transparence aujourd'hui quand on achète une voiture ou n'importe quel produit de consommation. On peut se renseigner en allant récupérer sur Internet beaucoup d'informations sur le produit qu'on achète. Eux, ils donnent aussi cette information sur leur site Internet. Ils expliquent le plus possible en ligne comment ça va se passer. Voilà. Et quelques dernières petites recommandations. En entretien, laissez les salariés vous poser, enfin laissez les candidats vous poser des questions. Essayez d'évaluer plutôt leur capacité à apprendre plutôt que leurs compétences. On a vu, hein, j'ai redit que ce qui est demandé dans le monde du travail, c'est d'apprendre toujours plus vite. Donc, allons chercher ça plutôt que des compétences qui, en plus, sont en général difficilement transposables telles quelles d'une entreprise à une autre. Donc, une compétence, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de figé. Miser sur une vraie intégration. Là, récemment, un atelier que j'animais, un chef d'entreprise me dit, on cherche un automaticien. On ne trouve pas d'automaticien qualifié. Soit, très bien, j'en conviens, c'est un métier où il y a pénurie. Et il me dit là, récemment, un candidat nous a contacté, il est très intéressé par l'entreprise, il habite à proximité, tous les voyants sont au vert, mais il n'est pas automaticien, il est informaticien. Alors on se dit, tiens, informaticien, il me dit, moi je me pose vraiment la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'embaucherait pas et pourquoi est-ce qu'on ne le formerait pas en interne? Pourquoi pas, hein, le niveau de formation est convenable et la translation peut certainement réussir. Et là, je lui demande, je lui dis, est-ce que dans vos réflexions, vous avez conçu un programme de formation interne?
parce que vraisemblablement, il va falloir structurer un certain nombre d'apprentissages. Et là, il me répond, ah, on va avoir du mal parce qu'on est très pressé qu'il soit opérationnel en tant qu'automaticien. Voilà. Donc, quand je parle de miser sur l'intégration, je repose la question, est-ce que, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier l'urgence à l'investissement qui consiste, oui, peut-être à former cette personne, à prendre le temps de la former, mais du coup, à avoir quelqu'un avec qui la relation va être durable. Ne pas hésiter aussi à écouter les demandes dans l'industrie textile, hein, je vous surprendrai peut-être. J'avais accompagné il y a 2 ans des ateliers textiles de l'ouest de la France. Et un des ateliers, qui était un atelier conséquent, hein, avec 40-45 salariés, la dirigeante avait réussi à individualiser les horaires de toutes les piqueuses à l'atelier de piqûre. On a souvent la représentation du travail dans l'industrie comme un travail où on ne peut pas avoir d'individualisation de ses horaires. Elle avait tenu compte, elle, un certain nombre de maroquiniers chez qui j'interviens arrivent à avoir des modalités de travail en termes d'horaires différents, par exemple, selon qu'on est parent avec de jeunes enfants ou bien parent, ou pas parent, mais en tout cas sans contrainte avec des jeunes enfants. Il y a un certain nombre d'endroits où voilà, on essaye d'envisager, c'est pas toujours facile, hein, mais on essaye d'écouter cette attente qui vient des salariés, qui est de voir prise en compte cette fameuse, voilà, cette fameuse vie privée qu'avant il fallait laisser à sa porte. Voilà. Et ne pas hésiter à faire visiter votre entreprise, à faire venir les gens pour qu'ils se représentent les métiers, pas seulement des portes ouvertes, mais il y a même des entreprises, je cite encore le secteur textile parce que je le connais, une entreprise de Lozère qui fabrique des jeans, qui ouvre régulièrement son atelier pour que les gens puissent venir dans l'atelier, tester, essayer une matinée, se mettre derrière les postes de travail, voir qu'est-ce que ça fait de fabriquer tel et tel vêtement dans cet atelier. Et donc pour terminer, j'ai commencé par un certain nombre de constats. J'avais dit au début qu'il ne fallait pas se désespérer de ces changements, hein, même s'ils ne sont pas toujours faciles à prendre en compte par les entreprises, et de se souvenir de ce qui semble être un proverbe africain, j'avoue que je n'ai pas vérifié, qui dit « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Il y a en effet un certain nombre de choses qui ne fonctionnent plus pour recruter ou pour manager, mais à côté de ça, il y a un foisonnement d'idées, de nouvelles pratiques, d'expérimentation qui font pousser vraisemblablement l'entreprise de demain. Et pour ça, il faut simplement peut-être se référer à 5 principes de base qui sont se mettre en tête qu'on ne recrute pas à un moment donné, et surtout pas dans l'urgence, mais qu'il faut peut-être être dans l'optique de recruter tout le temps, au sens avoir toujours une ouverture à des candidats potentiels, s'occuper sérieusement du recrutement, d'accord ? C'est-à-dire traiter les candidatures, répondre aux gens, les convoquer suffisamment rapidement, avoir des vrais entretiens avec eux où on a lu au préalable leur candidature, prendre le temps de leur faire visiter l'atelier, etc., etc. Tout ça, ça demande du temps, mais c'est du temps qui est payant. Se rencontrer autrement, faire réussir, ça peut être sur des journées sans CV, etc., faire réussir les nouveaux embauchés, on en a déjà parlé, et puis avoir une démarche d'amélioration continue par rapport à tout ça, en se disant que tout ça, c'est tout le temps en train d'évoluer et de devoir être modifié en interne, et que, on peut vivre ça comme une contrainte, et on peut trouver ça aussi extrêmement intéressant et à mener. Voilà ce que j'avais à vous dire en conclusion. Voilà, donc la question est de savoir maintenant, c'est est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions? Et est-ce que vous avez encore peut-être des questions à partager ou des observations, des témoignages à apporter? Merci en tout cas pour votre écoute. Voilà, merci. Donc, je n'ai pas de. Alors, oui, PowerPoint. Est-ce que le PowerPoint peut être partagé, Corinne? Je le partagerai, oui.
Je Voilà. rajouterai les petites références manquantes, mais je te l'enverrai. Très bien. Donc à ce moment-là, je vous ferai passer la présentation aux uns et aux autres. Sinon, je ne vois pas de questions. Personne ne souhaite prendre la parole. Bon, tu me dis, Sandra, hein, si j'en ai oublié des questions. Ouais. Ok. Donc, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre participation. Merci Corinne pour ton intervention, toujours aussi passionnante, hein. C'est pas la première fois que j'y assiste, mais j'apprends encore des trucs au bout de la deuxième ou troisième fois. Pour info, pour ceux qui suivent les Webiscopes de la DevPac, le prochain sera le 11 juin et traitera des communs. Donc, les communs, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi, et des exemples concrets en France de réalisation autour des communs. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, tout le monde doit partir, bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. Bon journée, à déjeuner. Bonne bientôt. À journée. bientôt. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci. Merci à Bonne vous. journée. Au revoir.